secteur sud-est, 15 nœuds. Juliette Bravo Oscar au point d'arrêt, demande d'autorisation de décollage. Ça fait 11 ans que je suis bénévole dans cette structure, où je fais principalement le guide. Eh ben, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Mais mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des sièges allemands. Le premier vrai test, c'est en 1912. Ah bon? Ouais. Et ça a été abandonné parce qu'il n'y en avait pas vraiment besoin. Je te J'allais dire, retrouverai ça- l'article, ça Ça t'intéresse. fonctionnait pas avec une fusée. Non, je crois que c'était un gros ressort comprimé. Tiens, regarde sur quoi était monté notre Pratt & Whitney 360. Dernier vol, il y a un bel mois. avion, ouais. ça. Être bénévole dans ce musée, pour ce qui me concerne, c'est alimenter ma passion de l'aviation, satisfaire ma passion de l'aviation. Moi, j'ai toujours été passionné de l'aviation d'une part, mais aussi de son histoire. Et je trouvais que j'avais beaucoup plus ma place à essayer de faire partager ma passion aux autres en leur racontant ce que j'ai pu apprendre ou ce que je savais sur l'histoire des différents avions qu'on présentait. Bon, alors là, vous avez le plus petit bimoteur du monde, le seul avion au monde qui est plus léger que son pilote. Il s'appelle le Cri-Cri, c'est un avion qui a été dessiné par Michel Colomban. Cri-Cri étant le surnom de sa fille. Et il est motorisé par 2 moteurs de tronçonneuse. Pour autant, il vole à 250 km/h, il est qualifié pour toute la voltige de base, donc il peut faire des boucles, des tonneaux, etc. Quand on fait des visites, bien entendu, c'est toujours les mêmes choses qu'on présente, donc on raconte souvent un petit peu les mêmes anecdotes et on peut penser que les visites peuvent être monotones, mais on est très souvent surpris de voir l'intérêt des visiteurs pour quelque chose qu'on leur dit. Les machines avant l'Alouette 2 étaient motorisées par un moteur à piston. Il n'y avait pas de machine équivalente sur le marché. Et c'est pour ça que l'Alouette 2 a été fabriquée en série à plus d'1 millier d'exemplaires. À la base, c'était un biplace. Et la turbine était tellement puissante que c'est devenu un hélicoptère qui pouvait emporter 5 passagers. Et si ça se trouve, s'il n'y avait pas eu l'Alouette 2, il n'y aurait pas eu d'industrie de l'hélicoptère en France et peut-être pas en Europe. Ce que je ressens quand je présente une machine à une famille, par exemple, c'est ce que j'observe dans les yeux des gens, quoi. Soit ils sont intéressés et c'est gratifiant, soit ils ne sont pas intéressés. Et le jeu, pour moi, ça va être de trouver la clé qui va les permettre de les faire rentrer dans l'histoire. Alors cet avion, c'est une des pièces maîtresses de notre collection. C'est aussi un avion mythique de l'armée de l'air, c'est le Mirage 4. C'est un bombardier supersonique nucléaire et c'est le premier vecteur de l'arme atomique. L'histoire du Mirage 4, elle est intimement liée à l'histoire de la dissuasion nucléaire française. Et en fait, l'histoire du Mirage 4, elle ne commence pas en 1960 quand le contrat a été signé, mais en 1945 quand le général de Gaulle a créé le commissariat à l'énergie atomique. Les 2 membres d'équipage sont séparés par une cloison, de sorte que si le président de la République donne l'ordre de tir atomique, une seule personne ne puisse pas appuyer sur les 2 boutons. Et ils communiquent par radio, mais en cas de panne radio, il y a une petite fenêtre dans la cloison entre les 2 cockpits qui permet de se passer des messages entre le poste avant et le poste arrière. L'avion est immense, 26 mètres de long, 32 tonnes, et il embarque 17 tonnes de pétrole. Moi qui vois les avions tous les jours, je ne me rends pas forcément compte de l'importance de nos collections. Effectivement, quand on ouvre les portes et qu'on laisse rentrer la lumière du jour, ça les met en valeur. Et c'est encore plus quand on sort des avions, en disant ah, ils sont quand même pas mal, quoi.
Alors là, vous avez un avion de la Marine nationale qui est opéré sur porte-avions. Le modèle s'appelle Alizé. Donc un avion de patrouille maritime avec ici les soutes à armement. Donc cette soute est capable d'emporter des torpilles et des grenades anti-sous-marines. On assiste le décollage par une catapulte qui est un énorme lance-pierre. Un chasseur comme l'Étendard qui est derrière moi, il passe de 0 à 250 km/h en 50 mètres. Je suis encore là dans ce musée après 10 ans pour plusieurs raisons. Bon, d'abord c'est ma passion. Je suis à la retraite depuis peu de temps et donc j'ai du temps à donner. Et cette association qui fonctionne que grâce à des bénévoles a besoin de personnes qui ont du temps à donner. Il faut suffisamment de guides. Puis pour restaurer les avions, il faut du monde, etc. Mais au fait, monsieur, ces machines, comment on les rénove? Je suis dans le musée depuis 13 ans. J'exerce la fonction de responsable technique. Être responsable technique au musée, c'est de coordonner toutes les actions de rénovation des avions. Disons que quand on se promène dans les allées, on semble il y a un petit peu une certaine fierté de retrouver, de refaire des choses qui en même temps plaisent au public. Mais c'est vrai que ça permet de rêver un petit peu, même à un âge bien avancé. Donc, peint en noir jusqu'au La bague. à la bague. Et la bague, elle sera couleur or. Magnifique. Alors, à l'origine, c'était monté sur les étendards. Bon, on a récupéré ça il y a un certain nombre d'années. Et puis, petit à petit, on s'est mis sur cet appareil. Et puis, bon, on a retrouvé des archives pour les requêtes. Donc, on a simulé des requêtes en utilisant des moyens modernes, c'est-à-dire de la CAO et de l'imprimante 3D. Là, sitôt que c'est sec, je ne sais pas quand c'est. Je vais attendre un petit peu encore, bien sûr, parce que je ne veux pas que la peinture colle sur le papier. Donc après, l'opération sera terminée. Allez, ça marche. Pas de souci. Merci bien. Merci. Les gens ici, avec leurs compétences, arrivent à faire des choses extraordinaires. Mais bon, c'est vrai que c'est des heures et des heures et de patience pour pouvoir arriver au résultat final, quoi. Notre objectif, c'est que les gens viennent avec des yeux émerveillés, prêts à voir le travail qui était fait, puis voir qu'un avion, c'est un peu magique, oui, effectivement.
on met toute notre énergie pour pouvoir le mettre en valeur. Quelquefois, il faut faire des plans en amont pour pouvoir préparer le travail. Ça, je le fais, disons, à la maison, plus ou moins. Et puis après, on transmet aux collègues les différentes possibilités pour réaliser ces pièces. Voilà. Comment rénover un avion? D'abord, il faut aller le chercher sur place. Donc, c'est une opération délicate, démontage de l'avion, des ailes, pour pouvoir le transporter. Ensuite, une fois qu'il est arrivé ici, on fait l'opération inverse, on remonte les ailes, les trains d'atterrissage le plus près possible de la réalité, et puis on les repeint comme ils étaient à l'origine. Il y a aussi les marquages qui fait que, on essaye de redonner un aspect cosmétique le plus près possible de la réalité. Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que je ressens? Une immense fierté en même temps. Et puis, de faire des choses que je n'avais pas l'habitude de faire et qui me permettent, à la limite, de trouver d'autres moyens de me réaliser, quoi. Voilà. Ça permet de rêver un petit peu, de partir un peu loin avec... on imagine, voilà.